pas recommencer dans cette partie spoiler sur Superman et Lois, ben... Allez voir cette série avant de commencer, si jamais vous regardez la partie spoiler alors que vous n'avez pas vu la série, ou sinon bah, j'espère que la partie spoiler et tout ce que je vais vous dire va vous donner envie de regarder cette série, mais... Voilà quoi, comme j'ai dit, il y a des défauts bien sûr, et on va les évoquer en spoiler là maintenant, donc oui bien sûr, cette première saison était une super première saison qui a très bien instauré ce qu'il fallait instaurer, Jonathan qui n'a pas de pouvoir, Jordan qui en a, Lois et Clark qui doivent prendre soin de la ferme des Kent, les Lang qui sont là, etc. Et ensuite tu as cet antagoniste-là, c'était ça le truc, c'était Lex Luthor, l'antagoniste de la saison 1 en gros. Tu avais ce personnage en armure qui attaque Superman et qui veut le tuer, et qui se nomme Capitaine Luthor selon l'IA qui l'appelle Capitaine Luthor. Et donc tu avais tout cet arc-là qui se révélait être juste un giga twist où en fait c'était John Henry Irons, donc Steel. C'est notre première adaptation de Steel depuis le film Steel avec Shaquille O'Neal, donc alléluia quoi. Et le film Steel de Shaquille O'Neal je ne l'ai pas vu et je ne le regarderai jamais je pense, mais de ce que j'ai compris c'était bien nul. Mais quel plaisir déjà de voir Steel en live action. Donc littéralement le Man of Steel, hein, vu que Steel c'est vraiment ce... Normalement, Steel dans les comics, c'est juste un ouvrier qui fait ses travaux, qui un jour bah, est sur le point de subir un accident, Superman lui sauve la vie, et le mec est super redevable à Superman, au point à ce que lui-même, quand Superman meurt dans les comics par exemple, bah, essaye d'étendre son héritage et devient Steel. Il se bidouille une armure en acier du coup, il se met un S, et il essaye donc de prolonger l'héritage de Superman en tant que héros de métal en fait. Et là on te fait complètement autre chose du coup. Après c'est vrai que la backstory un peu de style est un peu particulière dans les comics, mais ce qu'ils en ont fait là marche aussi très très bien parce qu'ils ont un peu puisé leur inspiration sur les comics reliés à Injustice par exemple, ou au syndicat du crime dans les comics. Donc où justement dans ces comics là, ben Lex Luthor est gentil par exemple. Lex Luthor c'est un gentil héros qui veut protéger la Terre de la méchante Justice League, où cette méchante Justice League est dirigée par un Superman tyrannique qui détruit tout et qui veut buter tout le monde. Et ben là on a un peu fait ce truc là avec ce personnage qu'on pense être Lex Luthor, qui est en fait un gentil qui veut tuer Superman parce que le Superman de son monde c'était un giga dictateur qui a anéanti son monde en fait et qui a tué sa femme. Et donc je trouve que c'était un twist qui marchait très très bien pour réinventer le personnage de Steel et pour nous piéger à nous en tant que spectateurs, puisque ça crée vite directement de l'humanité sur cette itération de John Henry Irons. L'acteur en plus est très très bon, très charismatique, et un peu cette petite mise en scène un peu à la film d'action, un peu de guerre, un peu années 80-90 avec sa petite cicatrice et le côté un petit peu SF du personnage qui marchait très très bien. Et franchement ça faisait très très plaisir du coup de voir Steel en live action. Bon, son armure un peu déçu quand même, parce que autant son armure au début elle est cool et tout, un peu déçu mais je comprends, ils ont pas le budget au final. Mais un peu déçu que le personnage n'ait jamais upgrade son armure au fil des saisons, il a toujours la même. Et au final, son armure, c'est une armure assez bateau de Black Ops sans métal, quoi. C'est pas un truc qui a une identité très très marquée, quoi. Là où dans les comics, ben, il a un design comme assez particulier. Donc j'aurais bien aimé qu'on upgrade quand même son design au fil des saisons, mais malheureusement, ils ont jamais trop pu le faire. Mais le personnage en lui-même et ce twist que Lois Lane était sa femme, et donc tu crées cette dynamique où à chaque fois qu'il voit Lois Lane, il pense à sa femme et il veut la sauver de Superman parce qu'il voit Superman comme une menace à anéantir. Et puis une fois qu'il fait la paix avec Superman, qu'il voit l'humanité qui est en Superman et qu'en fait Superman, peut-être que Superman, c'est pas une merde dans tous les univers en fait. Donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant de démarrer cette série avec un arc multiversel, parce qu'on sortait tout juste du multivers avec Crisis on Infinite Earth. Donc ça ne dépaysait pas les fans du Arrowverse déjà pour regarder cette série, et c'était assez cohérent par rapport au fait que techniquement on est sur un reboot du Superman de Tyler Hoechlin, c'est une nouvelle version. Donc le fait qu'on part sur le multivers et sur les univers parallèles, ça appuie davantage que ce Superman, cette Lois là, ce sont pas les mêmes que les itérations du Arrowverse du coup. Et donc en termes de scène d'action, c'était très très cool de voir Steel bien respecté, bien badass avec son marteau. Il prend un marteau et c'est bon, il défonce des Kryptoniens. Et l'acteur était très très charismatique dans le rôle bien sûr. Vraiment la relation qu'il a d'amour envers Lois, et puis ce dilemme de fou du fait qu'il doit, et qu'à la fois il est, en fait quand il voit Lois, il voit sa femme, mais c'est pas sa femme quoi, c'est la femme de Clark, et ça s'empire quand il y a sa fille qui pop en fin de saison 1
et qui va devenir Starflight, je crois qu'elle s'appelle, donc Steel version féminin. Donc il y a un dilemme moral qui est très intéressant avec le personnage, mais également des valeurs qui marchent très très bien avec lui. Il est très très fidèle au général Lane, et donc il y a un côté très militaire, très très valeureux, très très américain dans ce côté-là, qui fait que c'est un personnage qui fait directement partie de la famille de Superman en fait. Il voit un peu Lois Lane comme sa femme un peu, il voit sa fille la voit un peu comme sa mère, et donc sa fille voit le général Lane comme son grand-père quoi. Donc il y a ce côté familial qui se resserre juste avec le dilemme du multivers. Et ça rend le personnage très très touchant parce que c'est un personnage du coup qui est en train de sacrifier sa vie pour un univers dont il n'appartient pas en fait. Son univers a été détruit et en tant que héros, il consacre sa vie à protéger un univers qui n'est pas le sien avec sa fille. Et c'est ça qui a été très intéressant. Bon, le personnage de la fille, j'avais un peu du mal. Autant j'aimais bien le côté, elle a perdu son monde, elle est dans un nouveau monde, elle doit aller à l'école, dans une école où elle connaît personne, où personne ne vient de son univers à elle, où elle est dépaysée, etc. Ça, c'est un dilemme en termes de morale qui est très intéressant parce que c'est comme un déménagement, c'est comme un personnage qui déménage de l'école, qui doit découvrir une nouvelle vie, faire table rase d'un traumatisme important, etc. Mais elle était un peu chiante quand même. Le personnage de Natalie Irons, c'est vrai que c'est un personnage qui était très très casse-cou, très très chiante, elle embrouillait souvent son père pour rien, alors que son père c'est un bon gars. Et c'est vrai que le personnage, autant elle s'apaise au fil des saisons quand même. Mais le personnage de la fille de Steel, était quand même un petit peu redondant quand même. Donc même s'il y avait des points intéressants qui étaient intéressants et bien développés, il y avait quand même ce côté-là qu'on pouvait relever. Et il y avait première chose que je n'ai jamais vue dans l'histoire du Superman qu'on a fait dans cette série, c'est donner à Superman un frère. C'est con, mais j'ai jamais vu ça, c'est un truc qui n'existe pas. Et là, on te développe une toute nouvelle dynamique qu'on n'a jamais eue avec Superman dans l'histoire de je ne sais quoi. Et donc, c'est le twist qu'on te fait, c'est que pendant toute la série, t'as Superman qui affronte du coup Steel, la saison 1, qui affronte Steel parce que Steel pense qu'il est le méchant. Et donc, il y a un peu ce côté, est-ce que je suis Lex Luthor ou pas? Ce qui m'aurait pas dérangé, dans le sens où moi, ça me dérange pas que Lex Luthor soit noir, d'ailleurs. Après, tant mieux de faire du personnage de ce personnage par Steel, parce que Steel, pour le coup, c'est un personnage afro-américain qui l'est dans les comics. Et c'est un peu le gros personnage afro-américain de l'univers de Superman, c'est un peu l'icône un peu afro-américaine de l'univers de Superman, c'est le Superman noir, entre guillemets, avec son S, que tout le monde aime et que tout le monde apprécie, ça fait plaisir de le voir enfin mis sur le petit écran et sur le devant de la scène. Mais Lex Luthor en afro, ça m'aurait pas dérangé non plus, dans le sens où ça impacterait pas vraiment la mythologie du personnage. Techniquement, le Lex Luthor qu'on a eu dans le dessin animé de Bruce Timm, était noir, je crois. Donc c'est un truc qu'on ne fera pas encore, on dira, mais c'est pas grave. Donc tant mieux, et dans un sens... Mais voilà, il y a eu ce twist-là sur ce faux Lex Luthor qui était intéressant, et d'ailleurs ça fera une boucle bouclée par rapport à la saison finale. Et donc il y avait ce twist où du coup, pendant que Superman avait cette aventure-là, t'avais Lois Lane qui devait affronter Morgan Edge. Donc Morgan Edge, cet auto-entrepreneur qui a racheté le DI Planet, qui a viré Clark, et qui va essayer d'exploiter les mines de Smallville, parce qu'il y a de la X-Kryptonite, donc de la Kryptonite X, donc qui peuvent permettre de donner des pouvoirs kryptoniens à des humains. Et c'était cool d'introduire Morgan Edge, qui est aussi l'un de ces petits méchants un peu secondaires, après c'est un peu un Lex Luthor 2.0, les Morgan Edge, mais c'était intéressant de l'introduire. Après c'était pas fou comme intrigue, jusqu'à qu'il te lâche ce twist de taré, où en fait ce personnage-là s'appelle Tal-Rho, et en fait c'est le frère de Clark, c'est le demi-frère de Clark, et mais quelle idée de génie en fait. Parce que du coup, ça fait de ces deux personnages-là des opposés complets. Et justement, tu avais droit à cet excellent épisode sur l'origin story du coup de Tal-Rho, qui, contrairement à Clark, qui est tombé quand il est arrivé sur Terre sur une famille aimante, lui est tombé sur Terre sur des gens qui ont essayé de le buter parce qu'ils l'ont vu comme un alien. Il s'est fait torturer, il est devenu un rat de laboratoire. Il a vécu l'humanité comme le diable. En fait, tous les humains qu'il a trouvés quand il est arrivé sur Krypton ont essayé de le tuer ou de l'étudier. Et donc il s'est juste dit, j'ai envie de buter les humains en fait. Même dans l'opposition visuelle, c'est intéressant parce que Clark a une forteresse de solitude en glace, lui il a une forteresse de solitude dans le désert, donc ils ont vraiment une véritable opposition visuelle. Et puis t'as le fait qu'il devient un millionnaire, ce qui est l'opposé de Clark, qui lui est un modeste fermier. Donc on a vraiment les deux opposés, deux frères qui ont pas du tout vécu la même chose. Et ça marche super bien parce que tu comprends le personnage de Tal-Rho, c'est le mec, lui, t'en as un qui a connu le meilleur de l'humanité, et tu as l'autre qui a connu le pire de l'humanité, et les deux ont raison dans leur perception dans un sens. C'est que l'humanité, en vrai, c'est une entité qui est très ambiguë, en fait, et Superman, lui, veut apporter le meilleur de l'humanité, veut montrer le meilleur de l'humanité pour que l'humanité puisse grandir. Et tu as Tal-Rho qui veut juste exterminer l'humanité parce que pour lui, il ne mérite pas de vivre en fait. C'est que du coup, on aurait presque dit qu'on était sur une suite du film Brightburn, que James Gunn avait produit d'ailleurs. Justement, t'avais un Superman un peu horrifique qui butait tout le monde, etc. Là, on aurait un peu dit la suite de ça avec Tal-Rho. Mais je trouve que ça crée un antagoniste très intéressant et ça nous évite, du coup, parce qu'en vérité, la saison 1, c'est un petit peu
un remake de Man of Steel, vu que le grand méchant de la saison 1, c'est un méchant kryptonien qui veut recréer Krypton sur Terre, exactement comme Zod dans Man of Steel, mais au moins, ça nous évite d'avoir encore et encore une nouvelle adaptation du Général Zod, parce que le Général Zod, faut arrêter, quoi. on en a eu bien plus qu'assez des adaptations du Général Zod. Celui de Man of Steel était superbe, maintenant on a fini avec Zod. Il pop vite fait dans la série, dans le corps de Clark, mais ça c'est des trucs que j'ai un peu du mal avec la série. C'est quand tu as des personnages qui rentrent dans les corps des autres, genre t'as Zod dans le corps de Superman, t'as le père de Tal-Rose et Taro qui est dans le corps de Jordan, t'as aussi Lana, je crois que t'avais la mère de Superman qui était dans le corps de Lana aussi. Ça, je trouve que c'est des moyens un peu cheap d'introduire des personnages cultes, de les mettre dans des corps d'humains. Et ça, c'était un peu le point que j'avais un peu du mal avec dans cette saison 1, c'était que tu avais beaucoup, parce que du coup, l'idée, c'était de ressusciter, c'était de ramener plein de Kryptoniens de la zone fantôme, il me semble, dans des corps d'humains. Du coup, tu avais plein de Kryptoniens habillés comme des humains qui se battaient contre Superman. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu cheap, mais tu avais les effets visuels qui étaient là, et tu avais le fait que l'antagoniste était solide pour que l'histoire fonctionne, en fait. Sans compter l'évolution des personnages qui était très réussie également. On pense bien sûr à Jordan, qui est un personnage qui a une anxiété énorme, et c'est lui qui a des pouvoirs, et c'est lui qui doit vivre avec des pouvoirs. Il a des séquences où bien sûr il est en train de paniquer. Tu vois, ça rappelle beaucoup les séquences de flashback de Man of Steel sur l'enfance de Clark. Et justement, on évite de nous refaire la backstory de Clark, en nous montrant le point de vue de Jordan en tant que jeune Superman entre guillemets. Donc lui aussi là, il commence à avoir des visions à rayons X, il commence à souffler de la glace, à tirer des rayons laser, etc. Et donc c'est un personnage qui est en constante panique. Et du coup tu t'attaches à ce personnage-là dans un sens. En plus il essaye d'aborder la fille de Lang, Sarah Lang, donc d'avoir une petite relation amoureuse qui puisse le maintenir. Donc c'est un personnage qui est assez attachant parce que c'est un personnage qui a toujours vécu dans la difficulté, dans l'oppression en fait. Et ses pouvoirs, dans un sens, vont participer davantage à cette oppression, mais ensuite ça va devenir une sorte de libération pour lui, vu qu'ensuite, au fil de la série, il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, vu que Clark Kent va le mentor, bien sûr, va l'entraîner. Et donc au fil de ça, lui, du coup, il va commencer à porter un costume qui vient d'un comics également. Il faudrait que du comics Man of Tomorrow, je crois. Ce costume-là, qui est juste un costume que Clark portait quand il était jeune dans les comics, et que donc c'est un costume que lui avait donné le général Lane en plus, donc Sam Lane, son oncle. Superman, lui, a toujours vu ses pouvoirs comme une malédiction qui l'empêche de vivre une vie normale et qui lui vaut des sacrifices à faire pour maintenir son titre de héros. Là où Jordan, quelque part, lui, il voit ça comme une libération parce que enfin, des gens vont avoir quelque chose à faire de lui, entre guillemets, en dehors de ses parents qu'il aime, mais enfin, des gens vont commencer à l'applaudir, à l'adorer, à l'aimer, à l'aduler, et donc c'est un peu ça l'opposition qui était intéressante sur Jordan et sur Clark, c'est que Clark, lui, c'est un personnage qui est c'est un héros qui est très humble en tant que Superman, il sauve des vies, il leur sourit, etc., mais c'est pas un mec qui va profiter des selfies, qui va faire la fête avec tout le monde et qui va commencer à devenir une célébrité, quoi. Et donc c'était ça qui était vraiment intéressant sur l'arc de Jordan qui passe de ce personnage anxieux à un personnage libérateur qui se la coule douce beaucoup trop facilement. Et ensuite, du coup, il y avait des scènes très très choquantes d'ailleurs, où il commence à pousser l'épaule de son père et tu fais, mais wesh, tu fais passer à ton père, frère. Donc c'est ça qui marche bien avec ce personnage-là, c'est d'avoir donné les pouvoirs de Superman aux gamins qui avaient moins les aptitudes pour être un Superman en fait. Et du coup, ça nous a donné des arcs et des intrigues et des aspects très intéressants sur Jordan. Là où Jonathan, moi j'avais adoré personnellement l'idée d'en faire un personnage qui n'a aucun pouvoir, qui limite est un humain comme sa mère, et qui veut essayer à sa manière d'être un héros comme sa mère, comme son père et son frère dans un sens. Oui, Jordan aussi c'est un arc très intéressant parce que c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir comme sa mère et qui limite jalouse le fait de ne pas pouvoir être un super héros comme son frère ou son père, et donc il va beaucoup aider sa mère dans le Smallville Gazette sur le côté journalisme enquête. Mais c'est surtout un personnage qui va beaucoup s'en mettre en question parce que lui, il n'a pas de pouvoir, justement. Donc lui aussi, il va avoir ses love interest. D'ailleurs, ce sera pas forcément super fascinant, d'ailleurs, la partie love interest. Du coup, il continue à jouer du football américain, mais il est de moins en moins performant. Et donc le mec va commencer à se droguer en prenant de la kryptonite X, et donc avoir des pouvoirs de kryptonien. Et donc donc ça va très très loin dans la jalousie, entre guillemets, de devenir un Superman, entre guillemets, comme son frère. Et moi j'avais adoré l'arc qu'il avait en saison 3, où justement il était en train de devenir pompier. C'est que, du coup, Jordan devient pompier, donc dans un sens, il devient un héros du quotidien, il devient un héros comme son père, et c'était cool de le voir être entraîné par Kyle Cushing, du coup, le père Lang, et donc c'est quelque chose qui fonctionnait très très bien. C'est un Kent, il est né dans l'éducation des Kent, donc par définition, s'il doit faire un métier plus tard, c'est le métier de pompier, et donc de héros du quotidien, et donc c'est parfaitement cohérent avec son personnage, avec ce que j'imaginerais des enfants de Superman, en fait, et c'est pour ça que moi, personnellement, même si, a priori, ça a toujours été dans le plan
des 7 saisons que voulaient faire les showrunners, bah, il finit quand même par avoir des pouvoirs. Moi, j'avoue que j'aurais peut-être plus aimé, ça c'est un choix personnel, c'est peut-être une hot take, on va dire, mais j'avoue que je pense que j'aurais préféré qu'il n'ait jamais eu de pouvoir, et que du coup, t'aurais Jordan, qui serait devenu ce héros compétent tout seul grâce à l'aide de sa famille, et t'aurais lui qui n'aurait aucune jalousie de ne pas avoir de pouvoir, et qui serait devenu un héros lui-même, un pompier, un héros du quotidien, qui vivrait une vie normale, qui serait très heureux de vivre cette vie normale. La limite, j'étais pas trop fan du fait qu'on lui donne des pouvoirs, surtout qu'on les lui donne assez vite en saison 4, parce que la saison 4 c'est la dernière saison, il n'y a que 10 épisodes, il faut vite conclure la série. Donc pour le coup, lui, il a le droit à un entraînement qui est beaucoup plus express, là où Jordan avait un entraînement qui s'étendait juste de 2 à 3 saisons en fait. Donc c'est vrai que je sais pas si je suis fan du fait qu'il ait des pouvoirs. Après, ça me dérange pas dans l'absolu, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus fan de l'idée d'avoir un fils qui ait des pouvoirs et un autre qui en ait pas. Dans le sens où c'est un truc que je trouvais tellement original déjà dans l'approche, qui pouvait créer tellement de dynamique et de relations et de conflits entre les personnages, qu'avoir changé ce choix-là sur la fin et au final avoir donné les deux des pouvoirs, ça m'a peut-être un petit peu dérangé, mais après je pardonne un peu parce que justement ils ont donné ce délire qui est au final très cohérent en fait. C'est que en fait aucun des deux ne sera plus fort que Superman en fait. Dans le sens où les deux sont parents de Superman mais aussi de Lois Lane, donc ils sont hybrides en fait. En même temps ils ont de l'ADN kryptonien mais ils ont aussi un ADN humain qui font qu'ils ne seront jamais aussi forts que leur père, et donc pour être aussi fort que leur père, voire plus fort que leur père, il faut qu'ils soient ensemble et donc à deux, et c'est là que j'ai à peu près pardonné le fait qu'ils lui ont donné des pouvoirs, parce que ça justifie cette idée de fraternité, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils doivent toujours jouer les héros ensemble. Donc au final ça m'a beaucoup moins dérangé après cet aspect d'avoir donné des pouvoirs à Jonathan, mais voilà quoi, ça reste un aspect que je trouvais intéressant dans les saisons d'avant, le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir et qu'il y ait tout cet arc narratif là par rapport à son personnage. Et ensuite, après, tu as tout l'arc des Cushing, des Lane qui m'ont jamais trop intéressé. Vraiment, le fait que tu as Sarah Cushing qui soit en couple avec Jordan et qui le quitte parce qu'après, elle est lesbienne, elle a embrassé une fille. Oh, je m'en foutais. Autant c'est intéressant parce que pour le coup, la relation amoureuse se fait pas. Donc il y a un peu un côté réaliste, un petit côté twist, on va dire. Mais c'est vrai que le côté Cushing, ça m'a jamais trop fasciné. Moi, j'aimais bien quand Kyle était pompier et qu'il essayait d'être un peu un mentor pour le fils Kent. Et j'aimais bien la partie où justement lui aussi découvrait que Clark était Superman, et donc le mec il était un peu en mode fanboy de Clark, et il commençait à avantager exprès son fils en tant que pompier, alors que Clark il est clairement en mode non frère, mon fils doit autant galérer que les autres. C'est pas parce que je suis Superman que tu dois le privilégier en fait. Ça c'est moi les axes que j'aimais bien avec Kyle, mais j'ai pas moi personnellement il y aura toujours des petites communautés qui vont être très très fans de tel et tel aspect de tel et tel couple. Bon c'est pas trop mon délire d'être un fanboy de couple, mais le couple parce que bien sûr il y a un arc où il quitte Lana parce qu'il l'a trompée, et donc il se met en couple avec Chrissy Beppo qui est la seconde de Lois aux Gazettes, et j'avoue que le couple je vois pas d'où il vient, après moi je vois pas l'alchimie, je vois pas la logique, et c'est vrai que c'est un couple que, en plus c'est le seul épisode de la saison 4 que j'ai pas aimé, parce que c'était un épisode qui était centré sur leur mariage, qui au final se fait pas, ce qui est très réaliste, parce que justement elle attend un bébé et elle est pas prête pour se marier en fait, et donc t'as tout ce doute sur est-ce qu'il faudrait se marier maintenant, est-ce qu'on pourrait pas attendre, c'est trop tôt pour qu'on se marie, on se connaît à peine, etc. Donc ce sont des problèmes très réels qui sont très fidèles à tout ce que développe la série en termes de problèmes humains entre guillemets. C'est juste que le duo de base, j'en ai un peu rien à faire en fait. Donc c'est aussi ça. Donc c'est vrai que tout ce qui touche à Kyle, tout ce qui touche à Sarah, tout ce qui touche à sa petite sœur, je crois qu'il y a un épisode où sa petite sœur disparaît, il faut la retrouver, genre, ce qui est marrant parce que la petite sœur 2 fois sur 3, elle est pas là, on s'en fout d'elle, genre c'est marrant. Et Lana, ce qui est intéressant avec elle, c'est surtout de la revoir retrouver Clark, qui était sa relation amoureuse d'enfant, de jeunesse, justement, de voir comment elle a évolué, parce qu'en vrai Lana, dans les adaptations de comics et surtout au cinéma, etc., on la voit surtout quand elle est adolescente. On sait jamais trop qu'est-ce qu'elle fait après l'adolescence. Donc là, c'était intéressant de voir ce qu'elle était devenue maintenant à Smallville, 30 ans après, genre. Et c'était intéressant de la voir devenir la mère de Smallville, de la voir devenir l'icône de Smallville. Donc ça, c'était le truc un peu intéressant avec son personnage-là. Sinon, j'étais pas vrai. Et puis, c'était aussi cool de la voir enfin découvrir que Clark, son meilleur ami depuis toujours, est Superman. Ça aussi, c'était intéressant. Mais en dehors de ça, non, c'est pareil, c'est pas un personnage qui m'a fasciné non plus. Bon, ça a dû être cool pour l'actrice de jouer une Lana Lang Superwoman dans le Bizarro World en saison 2, où justement là elle pouvait se battre et affronter des gens, etc. Parce que après dans les comics, je crois que Lana Lang est déjà devenue Superwoman d'ailleurs, donc c'est pas incohérent.
Mais là, pareil, t'as le couple et qu'elle se fait avec Steel, avec John Henry Irons, qui se fait dans les 2 dernières saisons que je comprends pas non plus. Ça se voit qu'ils font des couples pour faire des couples. Et c'est vrai que, et après, oui, il y a ce côté, lui, il a perdu sa femme, lui, elle a perdu son mari, entre guillemets. Donc, évidemment, les deux se confrontent, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose de très réaliste, encore une fois, parce qu'on a en plus la réaction de leur fille. C'est que tu as la fille de Steel qui est mitigée par ça, parce que elle a encore sa mère en tête, évidemment, et son père, lui, veut juste être heureux, en fait. Et elle, pareil, c'est qu'elle a à peine divorcé avec son père, que déjà, elle a déjà un crush, et sa fille est un peu divisée aussi, donc, il me semble. Donc, oui, c'est des problèmes qui sont très réels, encore une fois, et c'est pour ça que, même si c'est pas des relations amoureuses qui me fascinent, on va dire, ça reste des relations qui sont plus intéressantes que ce que la CW a pu nous proposer avec The Flash, par exemple, quoi. Ça reste des problèmes très matures, très adultes et très réalistes, avec des développements qui sont pas intéressants à suivre selon l'appréciation qu'on a du personnage. Et donc oui, c'est pas un couple amoureux qui m'a touché de fou, mais après je crois que ce duo-là existe dans les comics, ils ont déjà été en couple dans les comics, mais voilà, il est là, il est pas trop mal fait, et voilà. Donc voilà, la partie Lang Cushing, c'est vraiment la partie où j'étais un peu osef, on va dire. Mais comme j'ai dit, il y avait un peu ce côté remake de Man of Steel par rapport à cette saison 1 avec les Kryptoniens, qui était bien foutu, comme je l'ai dit, donc c'était une très très bonne saison. En plus, ils avaient rajouté un autre membre de la Superman Family en plus de Steel, qui est l'Éradicator. L'Éradicator, c'est une IA kryptonienne qui contient la conscience de tous les Kryptoniens, et qui dans les comics va se créer son propre corps robotique, et qui va faire partie de ceux qui vont vouloir prendre la place de Superman après sa mort. Et donc là, ils ont fait un truc un peu différent avec l'Éradicator. Ils ont fait de Talro l'Éradicateur. Donc c'est ça qui marche bien. C'est que Talro, c'est un peu le remplacement du Général Zod, mais comme on fait de lui le frère de Superman, et en plus on fait de lui l'Éradicateur, on en fait un personnage un peu inédit, un peu plus original et un peu plus neuf, qui fait que, comme j'ai dit, le personnage marche très très bien. Surtout avec cette opposition entre les deux frères, et le fait que lui, son père, c'est un giga connard, c'est un peu le diable, là où Jor-El est un peu vu comme Dieu dans un sens. Et bien sûr, c'est cool de voir Jor-El rencontrer ses petits-fils en hologramme aussi. Et vous allez retrouver tous les décors un peu cultes de Superman. Hein. On voit le Daily Planet quelques fois, on a bien sûr Smallville, on a la forteresse de solitude également. Donc vous ne serez pas perdu. Bon, c'est pas la forteresse super développée des comics, mais c'est une bonne forteresse quand même de solitude. Et donc c'était une première saison qui fonctionnait très très bien dans cet aspect-là. Et ensuite on a eu la saison 2 qui était, je pense, la moins bonne saison de la série, dans le sens où il y a un peu ce côté déjà remake de la première saison. C'est que l'axe ressemble beaucoup à celle de la première saison, dans le sens où la saison 2 c'est un peu pareil. Tu as le personnage de Bizarro, en gros, qui est en fait un héros d'un autre univers, qui va arriver dans l'univers de Superman et Lois et qui va venir pour annoncer un danger imminent qui va frapper cet univers, entre guillemets, exactement comme Steel qui arrive sur Terre dans la saison 1 et qui est plus ou moins là pour annoncer le fait que peut-être que Superman va buter tout le monde dans cet univers-là. Donc la saison 2 faisait un peu trop remake, je trouvais, de la saison 1 en termes de structure narrative, mais il y avait des points qui étaient très intéressants. Je pense notamment à Bizarro, que j'ai adoré. Bizarro, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics parce que c'est un personnage, en vrai, tu peux en faire un peu ce que tu veux, en vrai. C'est soit t'en fais un clone, soit t'en fais un personnage d'un univers parallèle. Moi, je suis très attaché au Bizarro de Bruce Timm, ce Bizarro un peu zombie, qui vient d'être un peu Frankenstein, qui vient d'être créé, qui sait pas qui il est, qui connaît pas son identité, qui cherche un but à sa vie, et limite il devient presque attachant, et c'est même plus vraiment un méchant au final, c'est juste un personnage qui a besoin d'un but en fait. Et j'ai adoré ce foreshadowing bien sûr sur Doomsday en fait. Et après je sais pas si c'était prévu dès le début, mais bien sûr tu vois ce giga cosmonaute arriver en saison 2 sous les mines, sortir sa main, tabasser tout le monde. Il a exactement la même armure la même combinaison que porte Doomsday dans la mort de Superman, et puis boom, twist, c'est Bizarro, c'est pas Doomsday. Quelle superbe idée quand même. Surtout qu'au final Bizarro deviendra Doomsday plus tard, donc la boucle est bouclée là également. Et oui, comme j'ai dit, j'adore cette idée de Bizarro qui m'a beaucoup rappelé Homelander dans The Boys, vu que tu avais droit à un superbe épisode consacré au monde de Bizarro, et j'étais surpris qu'ils aient vraiment fait le Bizarro World des comics, c'est-à-dire la Terre c'est un cube, le Soleil c'est un cube, tout est un cube en fait. Bon, donc, en termes de budget, ils ont juste mis un giga étalon rouge pour dire que c'est un univers parallèle, mais à part ça, c'était super intéressant de voir les acteurs jouer des versions différentes de leurs personnages, voir un Tyler Hoechlin qui est en train de gueuler, de dire qu'il est une putain de star, qu'il est un super-héros, de voir un Superman qui est célébré par les fans, qui est beaucoup trop égocentrique, qui pense qu'à lui, etc., avec ses fils qui sont un peu des connards de gosses de riches, un peu connards et tout. Ça, c'était un super épisode qui montrait bien la tragédie du personnage de Bizarro, parce qu'à la fois, c'est un Superman qui a un peu vécu dans la richesse et
dans la richesse et dans le monde du capitalisme qui va un peu l'écraser petit à petit dans l'épisode. En plus, il y a sa femme qui va la quitter avec ses gosses, donc il va perdre toute sa famille. Et à la fin, tout ce qui lui reste, c'est d'essayer d'être un héros et donc de battre Ali Alston et donc d'apporter le médaillon qui pourrait détruire sa planète dans le monde de Superman et Lois pour protéger, pour éviter que son monde puisse mourir. Donc c'est vraiment un martyr, ce personnage-là. C'est un personnage qui a tout perdu à cause de son propre comportement et qui en paye le prix. Et maintenant, le personnage se déshumanise de plus en plus, il devient tout blanc, tout pâle, tout cicatrisé à cause de la kryptonite X, je crois, et donc il devient Bizarro en fait. Et j'adore cette idée de comment ils ont à la fois je trouve que c'est un peu flemmard et à la fois c'est une superbe idée de dire que le Bizarro World qui est dans les comics, le Bizarro World c'est souvent Bizarro qui crée un monde lui-même. Là ils ont fait un univers parallèle du multivers encore. En vrai, je trouve que c'est une superbe idée que toutes les personnes qui viennent de cet univers-là, quand ils vont dans l'univers de Superman et Lois, ils parlent à l'envers du coup. Parce que du coup, ça nous permet de garder tous les attraits de Bizarro, parce que Bizarro dans les comics, il parle à l'envers. Et il a tous les pouvoirs inversés de Superman. Il tire des rayons de glace au lieu de laser de feu. Il crache du feu au lieu de cracher de la glace. Il est immunisé à la kryptonite verte qui le rend plus fort, mais il supporte pas la kryptonite jaune, il me semble. Donc c'est vraiment l'opposé de Superman avec son S qui est à l'envers également. Et donc ils ont réussi à parfaitement bien rendre le personnage fidèle aux comics. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à lui donner une vibe un peu horrifique. Je trouve avec ses yeux bleus qui ressortent, son côté un petit peu zombie, son costume plus sombre, et l'interprétation de Tyler Hoechlin qui fait un très bon travail dans ce rôle-là également. Donc j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Bizarro, et puis les scènes d'action étaient très très cool entre lui et Clark, de voir les deux pouvoirs inversés s'affronter. Donc c'est quelque chose qui marchait très très bien. Surtout que c'est probablement le personnage le plus dramatique de cette série, c'est le personnage qui a le plus morflé et qui fait beaucoup de peine, on va dire, donc on en parlera après. Parce que justement, j'étais assez déçu que le personnage se fasse buter aussi vite, parce qu'il se fait juste briser la nuque à un moment donné, il est mort. J'étais assez déçu qu'il se fasse buter aussi vite dans la saison 2, mais après ils vont le ramener pour faire quelque chose de plus important et de plus intéressant en saison 3 encore. Donc heureusement, ils en avaient pas complètement fini avec Bizarro, parce que Bizarro, pour le coup, c'est un personnage emblématique de l'univers de Superman, et j'ai été content qu'ils aient réussi à l'introduire en live action de manière crédible, parce qu'avant Bizarro, c'était le Bizarro de Smallville, quoi. Il était un peu nul, le Bizarro de Smallville. Donc là, on avait un vrai très bon Bizarro avec des dilemmes moraux, une position d'antagoniste qui n'était pas si antagoniste que ça, et c'est ça qui en faisait un superbe méchant. Et puis, comme j'ai dit, c'est une série qui fait énormément de références à tout ce qui touche au mythe de Superman. On a plein de références à Christopher Reeve, à George Reeves, à Richard Donner. Il y a par exemple, à tous les coups, tu vas trouver une épicerie qui s'appelle le Donner quelque chose, par exemple, où t'as même le petit champ de force qui emprisonne Bizarro pour qu'il parle à l'endroit. C'est un champ de force de cerceaux, comme les cerceaux qui emprisonnent les Kryptoniens dans les films de Richard Donner, par exemple. Donc il y a plein de petits trèfles à l'univers de Superman que j'ai pas forcément tous évoqués parce que je les ai pas tous en tête et je suis pas non plus, j'ai pas une mémoire photographique non plus, on va dire. Mais c'est très intéressant. Et en parlant d'un épisode focus sur le Bizarro World, je n'ai pas évoqué l'épisode focus sur les origines de Superman également. Ça aussi, c'était un excellent épisode également, où justement on voit, déjà, on a le costume de Fleischer en live action, le Fleischer suit en live action. D'imagine, tu commences la série, scène d'intro, premier costume que tu vois, c'est le costume de Fleischer, déjà. Banger. En plus, je crois que c'est peut-être mon costume préféré de Superman, d'ailleurs, le costume de Fleischer. Donc le costume du dessin animé des années 40 avec le front noir. Donc c'était très très cool de nous dire que Superman avait ce costume-là à ses débuts et qu'ensuite il a eu son costume plus classique au fil du temps, avec le slip en plus. Donc c'était très plaisant de voir Superman avec ce costume-là durant tout un épisode et de voir son origin story, de voir, je sais plus si c'est dans les films ou si c'est dans cette série qu'on traite de ce truc-là, mais j'ai bien aimé le fait qu'on traite du fait que dès que Jonathan Kent, son père à Clark, décède d'une crise cardiaque, en fait, il a vite abandonné sa mère parce qu'il avait besoin de voir autre chose en fait et de changer de cap dans sa vie. Mais en faisant ça, il a quand même abandonné sa mère en fait. Donc sa pauvre mère, qui l'a encouragé certes, mais il l'a quand même laissé seul dans son deuil. Et donc c'est intéressant de voir dans cet épisode-là de le voir retourner voir sa mère, de voir sa mère lui avoir fabriqué un costume. Comme dans les comics, d'ailleurs, c'est le vrai costume de Superman fabriqué par sa mère, cousu par sa mère, ce qui rend bien sûr l'attrait, son port du costume plus symbolique. Parce que dans les comics aussi, c'est le costume de sa mère, évidemment. Surtout qu'on te le cite directement dans la série, donc c'est très très cool. Et c'était super cool de voir son origin story de manière intéressante. Donc là, cette fois, on montrait des pouvoirs qu'on n'avait pas forcément vus dans les adaptations de Richard Donner, par exemple, pour éviter de faire de la copie. Ou sinon, on essaie d'adapter des points un peu plus différents de l'origine de Superman que ce qu'on avait déjà dans le Richard Donner encore une fois.
Mais c'était cool de voir ses origines, de le voir rencontrer Jor-El, la forteresse de la solitude, et surtout de rencontrer Lois Lane. Et c'est aussi ça qui est super intéressant. Et c'est ça Lois Lane aussi, quoi. C'est Lois Lane Lois Lane est amoureuse de Clark Kent, pas de Superman. Parce que Lois Lane, elle voit Clark comme son collègue de travail auquel elle a un crush, entre guillemets. Mais elle voit Superman comme son sujet de journal, en fait. Elle voit Superman comme un sujet de prix Pulitzer, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant tout l'épisode, on voit qu'elle a un crush pour Superman, pour Clark, qui a un peu ce côté maladroit et tout. Alors que limite, tout le monde craque pour Superman, mais pas elle. Elle est plus pour Clark. Alors que Clark, c'est l'opposé de Superman, dans le sens où il est maladroit. Là où Superman, c'est un personnage qui est vaillant et héroïque, entre guillemets. Donc c'est aussi ça qui était intéressant à voir. Et puis on te met des vilains un peu secondaires de l'univers de Superman, comme Atom Man. Atom Man, ce méchant néo-nazi qui vient de je ne sais quel comics, de Superman qui à la base était le surnom de Lex Luthor dans un serial de Superman des années 20-30, dans les années 30-40. Donc Atom Man, faut le chercher comme méchant. Mais voilà, et en plus il revient plus tard dans la série, Atom Man d'ailleurs. Donc c'est cool aussi de voir des petits méchants secondaires, un peu des comics comme ça. T'as ce mec-là, t'as le docteur Killgrave, que c'est un ennemi secondaire de Superman. T'as un mec qui est intangible, qui peut changer sa densité, qui existe aussi dans les comics. T'as un mec qui tire des rayons des ondes. T'en as un qui tire des rayons de kryptonite. Donc au fil de la série, il y a plein de petits ennemis secondaires de Superman qu'on voit un peu partout, qui sont intéressants. Et c'est aussi ça qui est cool avec cet univers-là. C'est comme Superman, ça fait 20 ans qu'il est Superman. Il a déjà sa galerie de vilains, et donc c'était cool. Moi j'avais adoré le moment pour entraîner Jordan. En fait il le fait affronter un peu la X-Men, il le fait affronter des hologrammes de Bizarro et de Atomic Skull, et j'étais en mode putain, Atomic Skull en live action, plus ou moins live action, en hologramme, c'était cool de savoir qu'il avait déjà affronté Atomic Skull, qui est un méchant que j'aime beaucoup. En plus il y avait d'autres références aux comics dans ces hologrammes là. Je sais qu'il avait affronté le singe, le singe, j'ai plus son nom, le singe, mais c'est un singe qu'il a déjà affronté dans les comics, donc on est sur un univers qui est installé, donc Superman a déjà des ennemis qui existent déjà, et qui le confondent déjà, et ça marche très très bien. Et oui, cet épisode-là était également très très bon sur Lois, et donc sur la première intervention télévisée de Superman à la télé, où il est là pour... Et c'est ça qu'aurait dû faire le Superman d'Henry Cavill, quoi. C'est que dans BVS, tout le monde déteste le Superman d'Henry Cavill, parce que le mec, il débarque sur Terre, et il sauve des gens, et c'est tout. Il va pas se prononcer publiquement, dire pourquoi il fait ça, dire ce qu'il va faire, est-ce qu'il est un héros, est-ce qu'il est une menace. Et c'est ce que Superman devrait faire. Superman doit dire aux gens, oui, c'est moi Superman, c'est moi qui vous sauve depuis 1 an, et sachez que moi je vais vous aider tout le temps, et que je suis un héros, et que vous pouvez compter sur moi, quoi. C'est Superman, c'est un personnage qui est là pour rendre le monde meilleur, et donc c'est ça qui est intéressant. Et donc en saison 2 on avait cet aspect-là, mais on avait aussi l'aspect il y avait aussi la sœur de Lois Lane qui débarquait, Lucy Lane. Voilà, quoi, c'était pas ouf. En fait, ça c'est tout l'arc. Pour moi, je pense que c'est l'arc le plus faible de la série, l'arc Parasite, en gros. Parce qu'en gros, la grande méchante de la saison 2, c'est Ali Alston, qui est le chef d'une secte qui veut essayer de combiner les deux univers, le Bizarro World et l'univers de la série, pour que deux variantes deviennent un seul personnage beaucoup plus puissant qu'avant. Et de base, cette idée-là, je la trouve très très bizarre déjà. Je trouve le concept très très bizarre, assez maladroit, je le trouve pas très bien écrit, j'ai un peu mal compris ce concept-là. Et puis le délire avec Lucy Lane, qui elle est complètement matrixée par cette secte, et qui dans tous les épisodes est en train de faire croire à sa sœur que oui, je t'aime ma sœur et tout, mais en fait non, à chaque fois elle revient à la secte. Ça commençait à devenir chiant et un peu détestable, donc c'était pas forcément fascinant. Non, et surtout que moi je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait du Parasite, parce que du coup, Ali Alston, le twist, déjà le truc que j'ai trouvé marrant, c'est que j'imagine que c'est aussi une référence à Alison Mack, donc Alison Mack qui était l'actrice qui jouait Chloé Sullivan dans Smallville, qui d'ailleurs pour l'information a fini en prison parce qu'elle faisait partie d'une secte qui kidnappait des filles pour je ne sais plus quoi, je crois que c'était pour vendre leur sang, pour un truc comme ça. Du coup elle a été en prison pendant genre 10 ans, et je pense que le fait que ce personnage s'appelle Ali et qu'elle dirige une secte rappelle évidemment cette histoire très sombre des coulisses un peu du casting de Smallville. Donc il y a ce côté-là qui est un peu marrant. Mais sinon, Ali Alston, c'est genre la 2e ou 3e version du Parasite dans les comics, qui est un ennemi que j'adore de Superman, c'est cette espèce de monstre, de créature un peu violette, qui peut absorber les pouvoirs de Superman, ça j'adore ça. Et là, c'est pareil, au bout d'un moment, elle devient le Parasite, sauf que c'est juste une méchante de Power Rangers, en fait. C'est juste une méchante coiffée en arrière, avec des yeux qui brillent, et une longue veste en cuir de méchante qui vole. Tu vois, c'est vraiment... On avait des antagonistes tellement complexes avec Bizarro, avec Talro, etc. Et là, tu nous ramènes une méchante de Power Rangers et c'est le Parasite, quoi. Mais elle est même pas forcément violet en plus en termes de code couleur, elle est plus blanche que violet en plus. Donc
Autant en termes de scène d'action, c'était cool de voir Superman perdre ses pouvoirs, galérer à l'affronter, etc. Autant la méchante en tant que telle, c'était juste une méchante très très méchante et je la trouvais vraiment pas très intéressante et c'est vraiment elle qui enfonçait la saison 2 en termes de qualité pour le coup. Même si ça nous a donné un super final où t'as Superman qui va absorber l'énergie du soleil et qui va devenir qui va devenir le Superman solaire, ce qui je crois est un mode qu'il a eu dans les comics il y a pas très longtemps en plus. Et donc Superman devient super cheaté et en plus ils font un peu le truc de Richard Donner où ils tournent autour de la Terre pour séparer les deux planètes. Donc un peu comme ce que Richard Donner faisait avec le voyage dans le temps dans le premier Superman, donc il y a plein de rêves comme je l'ai dit encore une fois. Et ça me fait penser, j'ai oublié de parler du Général Lane, que j'adore la version du Général Lane. Pour moi ça a toujours été scandaleux qu'on n'ait jamais eu droit à une adaptation cinéma du Général Lane. Pour moi c'est le J. Jonah Jameson de Superman. C'est le mec, c'est un militaire. Donc déjà, t'as 1000 occasions pour le mettre, déjà ça veut dire, c'est un militaire, c'est le père de Loïs, c'est lui qui lui a inculqué un peu ce côté téméraire, têtu, etc. Mais c'est vraiment le père qui aime sa fille mais qui était trop peu présente pour elle parce que c'est le héros américain qui doit sauver sa patrie, etc. Donc il a un dilemme qui est intéressant et c'est surtout un personnage qui déteste Superman, qui veut essayer de le pourchasser durant tous les comics. Et donc au moment où il découvre que c'est son fils, j'imagine qu'il y a un gros déclic en fait. Et c'est ça que j'adore avec leur version du Général Lane. C'est que du coup on est sur une post-version du Général Lane. On n'est pas sur un Général Lane qui veut buter Superman. Là on est dans une version qui sait déjà que Clark est Superman, qui a accepté que Lois était mariée à ce gars-là, qui a accepté que les enfants de Superman c'était ses petits-fils à lui. Donc c'est un Général Lane qui est beaucoup plus apaisé. C'est un Général Lane qui est plus humain, qui malgré tout essaye de protéger sa fille au maximum, qui essaye de passer plus de temps avec elle, qui essaye de se faire pardonner pour le mal qu'il a pu occasionner envers Superman et elle, entre guillemets. Et c'est un personnage qui maintenant bosse étroitement avec Superman, du coup, avec le DOD, qui est donc l'agence gouvernementale dont il est en charge. Mais quelquefois, quand même, il peut quand même concevoir des armes contre Superman au cas où Superman pourrait devenir méchant. Donc il y a quand même ce petit côté connard qui rappelle presque Batman, où Batman à tous les coups, il va construire une arme qui pourrait tuer Superman au cas où Superman deviendra méchant. Et le Général Lane, il a un peu ce rôle-là dans la série. Et donc on garde quand même un petit peu le côté connard du Général Lane des comics, même si dans cet univers-là, il a fait la paix avec Superman et il collabore avec Superman vu que c'est son beau-fils, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis j'adore sa relation avec ses petits-enfants. Ou bien sûr c'est lui qui va essayer d'entraîner Jordan. En fait, t'as Superman qui veut pas que Jordan aille à l'action parce qu'il est pas prêt, il est trop jeune, etc. Et t'as lui qui est un militaire, il voit un petit peu le potentiel un peu arme entre guillemets de Jordan et donc lui il l'encourage à aller à l'action et à sauver des gens. Donc t'as vraiment la relation entre Superman et le général qui marche très très bien sur ce côté-là, c'est que les deux sont pas du tout du même background, quoi. T'en as un, c'est un militaire qui est prêt à tout pour sauver la terre entre guillemets, et c'est ça qui marche bien avec ce personnage-là, et je trouve que je le trouve assez touchant, tu vois, quand il donne le costume à Jordan, quand il essaye de se réconcilier avec sa deuxième fille, Lucie, et toute la relation avec Lois qui est super intéressante, puisque Lois l'engueule beaucoup, et beaucoup de fois, lui essaie de se faire pardonner, donc c'est un personnage qui est assez touchant, c'est vraiment le grand-père un peu. C'est qu'en dehors du côté militaire, c'est le grand-père qui prend bien soin de ses enfants, de ses petits-enfants. En plus de ça, il y a la fille de John Henry qui s'incruste dans le côté petit-fils, petite-fille. Donc c'est vraiment le grand-père attachant quand même. Et c'est ça qui marche bien, quoi. C'est le personnage. Il a toujours été contre le mariage entre Clark et Lois, mais il veut que sa fille soit la fille la plus heureuse du monde, malgré le fait qu'elle vive vers le mec qui serait peut-être qui pourrait la mettre la plus en danger possible en fait. Donc c'est ça qui marche bien avec ce personnage jusqu'à la saison 4, quoi. C'est la saison 4, déjà on te fait ce truc un peu horrible de Lex Luthor où lui pour le coup lui aussi il va vivre une relation de love interest, sauf que cette fois c'est une manipulation, il a jamais eu de love interest en fait. Donc il a eu le droit à ce côté-là qui était un petit peu horrible, mais il a eu droit à une conclusion absolument magnifique en saison 4 qui m'a vraiment beaucoup touché. J'ai trouvé l'écriture mais on point, l'écriture. Parce que s'il y avait un personnage à tuer, c'était bien le Général Lane, parce que c'est le grand-père, c'est le personnage le plus âgé de la série, entre guillemets. Et il meurt en héros, il meurt en général, et il meurt en sauvant le monde, quoi. Et il meurt en plus en ressuscitant Superman, en fait. Il donne son cœur à Superman, il sauve Superman, et pendant tout l'épisode, en plus, tu crois qu'il va créer un nouveau Doomsday pour affronter le Doomsday, et en fait, non, il s'est juste injecté le produit pour que son cœur soit suffisamment solide pour qu'on puisse l'injecter dans le corps du Superman en saison 4, et ensuite t'as cet hologramme où il dit adieu à ses enfants, à sa fille, etc. Et c'est très 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 touchant, et je trouve que le personnage a le droit à une mort, mais une mort incroyable, quoi. Et je pense qu'on est largement
sur la meilleure itération du personnage du général Lane que j'ai vu, meilleure que celle des comics, quoi. C'est l'écriture du général. Surtout que dans cet épisode-là, on te le parseminait de flashbacks où justement il n'était pas fan de Superman dans les flashbacks, où il voulait pas que Lois se marie à lui, etc. Donc, et il refusait de croire que Clark était Superman, etc. Donc voir à quel point le personnage a évolué, a changé et s'est humanisé, et maintenant, le mec qui se méfiait tellement du Superman, qui voulait limite éliminer Superman, bah ici il sacrifie sa vie pour Superman parce qu'il sait que Superman prendra soin de sa famille et sauvera le monde. Mais quel arc de bâtard, quoi, c'est incroyable. Le personnage du Général Lane, franchement, extrêmement touchant, superbe personnage également. Et comme je l'ai dit, comme je vais beaucoup le dire, bon, c'est une série qui effectue beaucoup de choix qu'on n'a jamais eu avec Superman et qui sont assez neufs, et qui changent en vrai, que j'ai trouvé très bien, que j'ai trouvé très bienvenu dans l'univers de cette série, notamment le fait de tuer Jor-El à la fin de la saison 1 et qu'en final, l'hologramme qui supervisera la forteresse et qui sera le compagnon un peu émotionnel, le kryptonien de Superman dans cette série, ben c'est sa mère en fait. Ça fait un petit peu Martha dans BVS, et que maintenant, sur les films Batman, on s'est tellement focus sur Thomas Wayne, que mettre le focus sur Martha c'était intéressant dans BVS, et ben là on fait un peu pareil avec Lara Lorvan, donc la mère biologique de Superman. Donc déjà autant c'était intéressant en plus de tuer Martha Kent pour que Superman prenne en charge la ferme Kent, puisque ça montrait que la vie est futile, entre guillemets. La mort fait partie de la vie, et Superman doit faire avec le fait que sa mère est décédée. Mais en plus de ça, il perd son père en saison 1, il perd Jor-El, donc l'hologramme de Jor-El qui va mourir en saison 1. Et d'ailleurs, ils ont bien traité le fait que Jor-El, Jor-El, ça a toujours été un peu un connard, hein, Jor-El dans les comics. Là, il était aussi un peu, mais j'ai bien l'idée qu'en fait, c'était pas lui le connard, c'était sa mère. Parce que Kal et Talon ont la même mère, mais pas le même père, du coup. Donc c'était assez marrant de voir ça, mais Jor-El est vite éjecté de la série, et on met la mère à la place, et je trouve que c'est très neuf, ça change de Jor-El. Parce que c'est vrai que dans les comics, il y a un peu ce côté un peu dieu, en fait. C'est que Jor-El, évidemment, quand à la forteresse, c'est l'hologramme qu'on a, c'est l'hologramme de Jor-El, parce que c'est Dieu. Mais curieusement, il n'y a pas d'hologramme pour la mère. Jamais il verra sa mère, Superman, quoi. Alors que là, donner un hologramme et donner le rôle central d'hologramme à sa mère, à Lara, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça neuf par rapport aux autres œuvres Superman qu'on a, et c'était cool de le voir donc interagir avec sa mère biologique, de le voir connaître sa mère biologique. Donc ça c'était assez touchant comme choix narratif de faire ça, et c'est le bienvenu par rapport à ça. Il y avait aussi cette petite adaptation qui va aussi constituer un défaut pour moi, d'avoir fait les Superman de l'Amérique, qui est un truc que fait Lex Luthor dans les comics, c'est qu'en gros il prend des militaires, il leur donne les pouvoirs de Superman et ils deviennent les Superman de l'Amérique. Et on a cet arc-là de Superman un peu militaire, où tu as le général Lane qui va militariser ses soldats en tant qu'agent Superman, parce qu'il y a beaucoup trop de méta-humains, et donc il faut qu'il y ait un groupe de Superman pour les affronter, entre guillemets. Et donc ça nous a donné des arcs intéressants, justement, avec le personnage de Mitch Anderson, qui était le capitaine, qui déteste Superman, et qui va finir par avoir des pouvoirs de Superman, et qui va ensuite avoir une rédemption, etc. Ça c'était plutôt intéressant comme arc, ce côté de peut-être transformer l'essence de Superman en arme, en fait. C'est que Superman, là, maintenant, c'est une arme pour le gouvernement. Et donc, au final, ce truc-là dure pas longtemps, et c'est ça qui marchait bien, c'est que, Superman est irremplaçable dans un sens, on va dire. Et on peut toujours reparler du délire avec le Arrowverse, parce que c'est vrai que oui, il y a le personnage de John Deagle, qui pop quelques fois dans la série, il pop 2 fois, je crois, qui est le meilleur ami de Oliver Queen de Green Arrow dans la série Arrow. Donc oui, parce qu'il faut savoir que la série a été officiellement décanonisée du Arrowverse en saison 3, je crois. À partir de là, ils ont officiellement dit que c'était pas dans le même univers. Je crois que justement à la base, il y avait des scènes où ils avaient mis en photo la Supergirl de Melissa Benoist dans la série pour nous dire que oui, Supergirl existe dans la série. Et ils ont coupé ça du tournage pour dire que non, ce n'est pas le même Superman que dans la série Supergirl. Supergirl n'existe pas dans cette série. Donc après, ils ont dû nous dire que oui, le Deagle que vous voyez dans cette série, c'est le Deagle d'un autre univers, c'est pas le même que dans celui de Arrow. Donc voilà, ils ont justifié comme ça la présence de Deagle, mais voilà, bref. Et c'était sympa du coup de voir en saison 2 Tal-Rho, donc le frère de Clark, faire équipe avec Clark. Donc il y avait vraiment, évidemment, en plus le fait qu'il soit british, l'acteur, il y avait une grosse vibe Thor-Loki entre les deux personnages pour le coup, mais qui marchait bien pour le temps que ça prenait. C'était pas interminable et c'était plutôt drôle par rapport au fait que lui c'est un ancien méchant qui le charrie un petit peu. Donc la relation frère entre les deux marchait bien, parce que du coup après au bout d'un moment Tal-Rho va essayer de se racheter par rapport à tous les crimes qu'il a commis. Et donc j'aime bien la conclusion du personnage où du coup il quitte la Terre pour rejoindre le Bizarro World et y vivre. Donc ça donne un arc assez sympa au personnage qui a eu un bon run de 2 saisons du coup, Tal-Rho. Donc cette relation marchait bien, et le Bizarro World c'était quelque chose d'intéressant à voir par rapport à Bizarro. En fait qu'il y ait des personnages qui sont inversés. C'est dans le Bizarro World, c'est Jonathan
Jonathan qui a des pouvoirs et c'est Jordan qui en a pas. Et donc t'as Jonathan et les deux ils ont un style très pump rock and roll en plus, donc très révolutionnaire, etc. Et donc il a vraiment le t-shirt à la Superboy, un peu des comics qui était sympa à voir. Et donc c'était sympa de voir Jonathan avec des pouvoirs en mode méchant aussi. Et donc de voir les deux frères opposés s'affronter aussi, c'était intéressant à regarder aussi. Donc c'est ça qui marchait bien avec l'univers du Bizarre World. T'as aussi cette petite ref où c'est son chat qui s'appelle Crypto, c'est pas un chien, c'est un chat par exemple, donc ça c'est des petits détails qui sont sympas. Et là aussi t'avais des petites propositions de scènes d'action qui étaient intéressantes, vu qu'ils avaient fait un plan séquence où t'as Bizarro qui affronte les hommes de Ali Alston en mode plan séquence à la main avec ses pouvoirs un peu affaiblis, et ensuite ils refont ce plan séquence avec Clark plus tard dans la saison. Bon, c'est pas le plan séquence du siècle, dans le sens où ça se voit qu'il planque son visage et que c'est pas l'acteur qui fait l'action. Mais t'avais vraiment cette idée de scène d'action latérale, filmée exactement comme dans All Boy, qui était plutôt cool. Et jamais j'aurais pensé voir une scène d'action comme ça dans un truc Superman. Donc c'était le bienvenu. Et puis nous avions la saison 3 avec Bruno Mannheim. Bon, la 4 est excellente aussi, mais la 3 elle est très très bonne, la 3, très très bonne saison, la saison 3, honnêtement, avec le personnage de Bruno Mannheim, qui pareil, Bruno Mannheim dans les comics, c'est un peu le parrain de Metropolis, c'est le gangster de Metropolis, c'est le mec qui règne sur la ville et qui est le boss de l'Intergang. L'Intergang qui est cette agence, qui est cette espèce de groupe de gangsters militarisés par la technologie de Darkseid. Bon, on n'a pas ce côté-là, on n'a pas le côté Darkseid, mais on a le côté gangster qui prend en charge Metropolis en fait. Et c'est ça qui marche bien avec Bruno Mannheim, c'est qu'ils ont réussi à faire une version du personnage qui est bien supérieure à celle des comics. Parce que Bruno Mannheim, c'est un méchant iconique de Superman, mais c'est essentiellement un gros gangster pas gentil, quoi. C'est un mafieux, quoi. Alors que là, dans cette série, ils ont réussi à lui donner une épaisseur, mais de bâtard. Bravo à eux, encore une fois, parce que déjà l'acteur Chad L. Coleman, qui est connu pour avoir joué Tyrone, je crois il s'appelle, dans The Walking Dead, est super dans le rôle, il a un vrai charisme, il dégage quelque chose, et bon, beaucoup vont évoquer peut-être le fait qu'on ait changé l'ethnie du personnage, mais en vrai on s'en fout totalement, l'acteur est excellent, c'est tout ce qui compte, et franchement, il est très charismatique, il dégage vraiment cette vibe d'un grand leader et d'un personnage qui en a rien à faire à Superman, en fait. C'est cette scène qui fait d'ailleurs très Superman Lex Luthor, où t'as Superman qui se pointe chez lui, dans sa villa, et qui vient lui dire d'arrêter de commettre des meurtres et tout, et que lui, il dit, bah, t'as aucune preuve, frère. Et là, il s'approche de lui, il lui dit, frère, tu crois que j'ai tremblé parce que t'es en face de moi, frère? Tu crois que t'es meilleur que moi? Alors que non, frère, t'es pas meilleur que moi. Moi, j'ai grandi dans la rue, moi, j'ai grandi dans les quartiers pauvres. Dans les quartiers pauvres, tout le monde se suicidait dans mes quartiers, j'ai vu des gens crever, j'ai vu des gens se massacrer entre eux, etc. Et toi, quand t'es devenu Superman, bah, t'as rien fait, en fait. T'as pas aidé ces gens-là. Ok, tu sauves des gens, oui, mais tu changes pas le monde en lui-même, en fait. Et ça, c'était super intéressant. Moi, il y avait une vibe très Kingdom Come dans cette thématique-là, j'ai envie de dire, et un peu For All Seasons. Dans le sens où oui, Superman, c'est un sauveur en fait. Superman, c'est un sauveur qui sauve les gens de dangers imminents. Et c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'on a énormément de sauvetage à haut budget, avec des visuels très très stylés, très très cool. Où t'as Superman qui va sauver un sous-marin, Superman qui va sauver une plateforme pétrolière, qui va nous créer des gros blocs de glace, qui va faire fondre des trucs. On a plein de séquences de sauvetage très humains de Superman, partout dans le monde d'ailleurs, en Russie, en Chine, etc. Donc oui, on a plein de séquences de sauvetage de Superman qui sont très très cool d'ailleurs en termes de mise en scène et très spectaculaires en plus, donc profitez-en. Mais j'adore le fait que oui, on développe cette information importante, que oui, Superman sauve des gens, mais il ne change rien. Il sauve des gens, mais il change pas la situation du monde en lui-même, en fait. Et Bruno Mannheim, c'est ce qu'il dit, que c'est un personnage qui, lui, a grandi dans les Suicide Slums, donc à Hobbs Bay, dans les quartiers pauvres de Smallville, de Metropolis, pardon. Il a grandi dans la pauvreté, dans la misère, et il s'est construit tout seul. Il est pas né avec des pouvoirs, il est pas né avec la richesse comme Lex Luthor. Il s'est créé tout, comme Morgan Edge plutôt, parce que je crois que ce Lex Luthor là aussi, il s'est construit tout seul. Mais il est pas né dans la richesse, il s'est construit tout seul, il a bâti son propre empire. Dès que sa mère est morte, il s'est dit, ok, personne va venir nous sauver, donc je vais prendre des initiatives et je vais devenir le boss en fait. Et le mec est vu comme le héros de sa communauté. En plus le mec dirige un hôpital qui lutte contre les maladies terminaux du coup, à stade terminal. Donc c'est un personnage qui est très humain parce que c'est un personnage qui lui essaye de changer l'état de la ville. Il essaye d'apporter du bonheur, des soins médicaux à une population de la ville de Metropolis qui en a pas les moyens. Et c'est un truc que Superman n'a jamais fait, c'est que Superman ne s'est jamais trop focalisé sur ce point-là.
Superman, il sauve des gens qui sont dans un danger immédiat, mais jamais il a essayé de sauver les pauvres de leur situation, d'aider des populations affamées à être nourries. Jamais il a fait ça, Superman. Alors que Bruno Banheim, c'est ce qu'il essaye de faire, et donc j'adore cette séquence où le mec n'a absolument aucune peur de Superman. Il se dit, frère, tu vaux pas mieux que moi en fait. Tu te pointes avec toutes tes valeurs, tout ce que t'as, toute ton humanité, tous tes actes, etc. Mais en fait, toi, t'as rien changé en fait. Tu vaux pas mieux que moi je sauve des vies, moi je suis vu comme un héros ici, toi t'es qui, tu vois. Et c'est ça qui résume tout le personnage de Bruno Banheim. C'est que c'est un personnage qui est en vérité très très humain, qui sauve des vies, mais il le fait de la pire des manières parce que c'est un gangster. En plus, il y a cet arc, qui je pense est le meilleur arc de l'histoire de cette série, c'est l'arc du cancer de Loïs. Un arc qu'on n'a jamais fait dans les comics, jamais fait nulle part je crois, mais donner un cancer à Loïs, c'est vraiment le meilleur truc à faire dans le sens où c'est le type de maladie où Superman est impuissant. Superman, il peut tout faire, il peut sauver tellement de vies, mais il peut rien faire contre une maladie naturelle, en fait. Et là, t'as Lois Lane qui a le cancer, et tu as tout cet arc de saison 3, où tu as Lois Lane qui est en train de combattre le cancer, où elle commence à pleurer, où elle se demande si Clark l'aimerait, même si elle perdrait ses cheveux, même si elle commençait à devenir plus fripée, même si elle commençait à perdre un sein, etc. Et t'as Clark qui dit que oui, je t'aimerais toujours, peu importe comment tu seras, en fait. Et donc cet arc du cancer est tellement habilement traité, tellement humain, tellement mature, et surtout quand tu vois aussi les enfants réagir au fait que leur mère a le cancer, ils essayent tous de prendre soin d'elle, et limite on la prend pour un personnage un peu faible, Loïs, du coup dans cette saison, du coup elle se relève, elle continue à encore faire du journalisme et à enquêter alors qu'elle a un cancer, mais elle continue à se battre quand même, donc c'est fidèle au personnage de Loïs qui, peu importe ce qu'elle a, elle va continuer à se battre pour les valeurs qu'elle veut défendre en fait, et c'est ça qui fonctionne, c'est que en plus, il y a le fait que Bruno Banheim est le mec qui prend en charge à l'hôpital, qui la sauve, et c'est ça, c'est que Bruno Banheim, il sait que Lois Lane va tout faire pour la faire tomber, mais t'as lui qui va lui dire, tu t'essaies de me faire tomber, ouais, t'essaies de trouver des preuves pour me faire tomber, ok, mais moi, parce que c'est mon métier, parce que c'est ce que je veux faire, je vais tout faire pour sauver ta vie quand même, parce que c'est ce que je fais à la communauté, quoi. Et donc cette saison 3, elle est tellement ambiguë sur les personnages, en fait. C'est que Superman remet en question toute sa justice, toute sa définition de qui il est. Bruno Banheim, c'est un méchant qui est pas si méchant que ça, qui fait presque hésiter Lois Lane. Surtout à ce moment où du coup il y a sa femme à Bruno Banheim du coup qui a aussi un cancer. Et du coup, tu as ce twist où du coup la meilleure amie de Lois Lane dans l'hôpital, c'est la femme de Bruno Banheim. En plus, c'est une méchante. Donc ça crée encore plus de relations humaines. Après, le défaut de cette saison, c'est qu'il y avait beaucoup de hasard quand même. C'est que Bruno Banheim, c'est le grand méchant de Superman, et Lois Lane, comme par hasard, croise sa femme, et comme par hasard, Nathalie, la fille de Steel, tombe amoureux d'un mec, et c'est le fils de Bruno Banheim. Bon, le hasard fait bien les choses quand même, mais ça n'empêche pas le fait que la relation entre du coup Pia et Loïs était très très touchante de voir les deux qui sont en train de lutter contre une maladie qui pourrait les tuer, donc deux femmes fortes, etc. Et ce twist où, du coup, onomatopée du coup, et Pia, la femme de Mannheim. Et donc c'est pour ça que Mannheim, c'est un méchant qui est très complexe, parce que tout ce qu'il fait, tous les actes, tous les crimes qu'il commet, c'est pour essayer de sauver sa femme du cancer, en fait. C'est un mari qui veut sauver sa femme, mais comme c'est un gangster, il va commettre des actes assez innommables pour le faire, donc c'est ce qui fait de lui un excellent antagoniste. Ils adaptent le personnage de Onomatopée, qui n'est absolument pas un méchant du Superman dans les comics, et qui n'est absolument pas un méchant qui a des pouvoirs, et qui déjà c'est pas une femme, déjà. Mais Onomatopée dans les comics, c'est un méchant, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le dessin animé Batman, puisqu'il était dedans aussi. Onomatopée, c'est un ennemi de Green Arrow, qui a été créé par Geoff Jones, et en gros c'est un méchant qui en fait c'est un espèce de mercenaire avec un masque en forme de spirale entre guillemets qui ne parle que en onomatopée. C'est pour ça que c'est un personnage que beaucoup disent qu'il serait très difficile à adapter en live, parce que comment tu fais un personnage qui parle que en onomatopée en live, quoi. En comics ça marche bien parce que t'as les bulles, t'as le système de bulles, mais en live ce serait plus difficile. Et du coup Superman et Lois se sont dit écoutez, on va prendre ce méchant qui n'est absolument pas un ennemi de Superman, qui n'a aucun pouvoir, et on va dire que c'est onomatopée. Et du coup en fait le truc qui fait onomatopée, c'est qu'en fait elle pousse, du coup c'est une femme du coup, elle pousse des cris sonores. Et ce qui est stylé avec ces cris sonores, c'est que du coup elle a un masque qui est amovible, c'est que son masque peut changer de forme selon les cris qu'elle pousse. Et en plus je crois que les formes qu'elle a, c'est des vraies formes scientifiques sur le son, etc. Donc bien trouvé je crois. Et super cool comme idée de faire de onomatopée un méchant sonore entre guillemets, qui en plus peut altérer la voix, peut altérer les voix dans l'écoute de Superman, parce que Superman a une super ouïe, et évidemment il affronte un méchant qui peut perturber son ouïe, et ça c'est l'une des faiblesses de Superman bien sûr. Donc ce choix de méchant marche très bien, mais juste pourquoi ne pas juste avoir fait Silver Banshee?
Parce que Superman a déjà un méchant comme ça, c'est Silver Banshee, qui est une méchante aussi, qui pousse des cris sonores et soniques qui défoncent les oreilles de Superman aussi. Mais bon, c'est un détail. Après, j'aimais bien cette petite réinvention d'onomatopée, même si c'est très éloigné de la version des comics. Après, dommage qu'ensuite elle enlève son masque, parce que ça lui crée un côté un peu inhumain, et ensuite elle crie juste avec la bouche, et ça rend un peu moins bien en termes de rendu visuel, je dirais. Mais tout l'arc Mannheim, Pia, Cancer, Lois, etc., c'était un arc absolument incroyable. Et j'ai trouvé ça super ingénieux d'avoir adapté une scène culte de All-Star Superman, où dans All-Star Superman, tu as une petite fille, tu as une adolescente qui est sur le point de se suicider en sautant d'un immeuble, et tu as Superman qui vient derrière elle, qui lui parle, qui lui donne un speech super touchant sur l'humanité, sur la vie, sur l'importance de vivre en fait. Et du coup, la fille ne se suicide pas au final. Superman lui sauve la vie entre guillemets. D'ailleurs, t'avais la parodie de ça dans The Boys où t'avais Homelander qui empêchait une fille de se suicider et au final, il l'encourage à se suicider au final. Alors et là dans cette scène-là, tu as une juge qui essaie de se suicider en sautant d'un immeuble également. Et c'est Lois qui fait le speech qui va la motiver à ne pas se suicider en fait. Et c'est là qu'elle annonce à la juge qu'elle a le cancer en plus. Donc à la fois pour la juge, c'est un moment fort en émotion. Mais à la fois pour nous, c'est un moment fort parce qu'on apprend que Lois Lane a un cancer, quoi. Et tu fais waouh, quoi. Donc, idée très ingénieuse d'avoir réadapté cette séquence culte de All-Star Superman. Mais cette fois, c'est Lois Lane qui a le rôle du protagoniste, en fait, dans cette séquence. Il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants avec Lois Lane. Tout le délire avec Bruno Mannheim et Pia Mannheim, c'est que ce sont des miroirs de Clark et Lois au final. Et ensuite, vous verrez par exemple plus tard que Lex Luthor est plus un ennemi de Lois Lane que de Clark dans cette série également. Donc c'est fou de donner c'est super cool de donner autant d'importance à Lois Lane dans cette série et de voir tellement d'ennemis absolument iconiques de Superman être plus ennemi de Lois Lane que de Superman également. Mais à la fois cette saison 3 ça me confirme aussi un défaut que j'ai globalement sur la série, c'est la diversité des combats. C'est que autant les combats sont super impressionnants, super bien faits, et c'est pour le budget que ça, on se rapproche pas trop mal du level de Man of Steel, je dirais, c'est très impressionnant et super cool. Mais ça se voit qu'ils prennent toujours les mêmes templates, les mêmes modes et les mêmes modèles, quoi. Dans le sens où quasiment tous les méchants de la série, c'est juste des méchants kryptoniens, en fait. Et donc les 3/4 des scènes d'action, c'est des kryptoniens qui s'affrontent entre eux, en fait. C'est qu'à part Steel qui lui est un mec en armure, et donc il a des capacités un peu plus différentes. Talro dans la saison 1, c'est un kryptonien. Tous les méchants qu'il envoie, c'est des kryptoniens également qui ont des pouvoirs de kryptoniens. Dans la saison 2, tu as Bizarro qui est un kryptonien. Les pouvoirs sont à l'envers, certes, mais ça reste des pouvoirs de kryptoniens. En plus, il deviendra Doomsday, où il aura encore des pouvoirs de kryptoniens. Et Mannheim, du coup dans le Bizarro World, ils ont tous des pouvoirs de kryptoniens. Et Mannheim, dans la saison 3, il va injecter une substance qui va donner des pouvoirs kryptoniens à plein de personnages encore. Donc je trouve que c'est peut-être le défaut sur l'action, c'est que on a quand même beaucoup de méchants avec des pouvoirs de kryptoniens. Et du coup, en termes de variété des scènes d'action, je trouve que il y a beaucoup de scènes d'action qui se ressemblent et qui sont un peu interchangeables et c'est un peu moins intéressant et j'aurais peut-être aimé que Superman affronte des méchants un peu plus variés en termes de galerie, de capacité, quoi. Genre un petit métallo, le Parasite ils l'ont fait, mais Parasite était tellement raté que j'étais pas trop fan, quoi. Mais bref, ça c'est un défaut que je devais évoquer quand même sur ça. Donc sur cet arc-là. Et puis il y a aussi un petit défaut aussi à évoquer, c'est que du coup le John Henry Irons de la Terre de la série est mort. Et donc John Henry Irons a pris sa place, le nouveau John Henry Irons. Et du coup on sait que c'est Bruno Mannheim qui a fait tuer le John Henry Irons original, mais on sait jamais pourquoi il l'a fait tuer d'ailleurs. Autant c'est cool parce que ça crée une rivalité entre Bruno Mannheim et John Henry Irons, par rapport au fait que sa fille est amoureuse du fils de Mannheim, donc ça crée des dramas qui sont assez sympas. Mais c'est dommage qu'on n'ait jamais la justification de pourquoi il l'a fait tuer, donc dommage. Mais cette fin de saison 3 était très cool justement, où t'as du coup Pia qui accepte de mourir et Mannheim qui accepte, en échange de donner une belle vie à son fils, de se livrer au DOD du coup. Et c'est là, et on va en parler enfin, le point que je voulais évoquer.